outro fator é entender very much country. Toda a experiência é esta terra. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous, nous sommes très heureux, très honorés aujourd'hui d'accueillir au sein de l'Observatoire Afrique du Nord Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès Madame la professeure Ozodekian. Bonjour Madame la professeure. Bonjour. Vous êtes professeure de sociologie, directrice du département sciences sociales, directrice du centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris Diderot. Vous connaissez très bien la sociologie et la société iranienne, vous êtes d'ailleurs vous-même franco-iranienne, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la condition féminine en Iran, sur les mouvements féministes, vous avez publié de nombreux ouvrages sur les féministes en Iran, mais pas que, dans d'autres pays musulmans aussi, entre autres. Aujourd'hui, on s'intéresse, quelques semaines après le 8 mars, on va s'intéresser à la condition féminine en Iran pour voir un peu ce que c'est d'être féministe en Iran. Est-ce qu'on entend la même chose quand on dit féministe en Iran que ce qu'on entend par exemple en France? Quelles ont été, depuis la révolution de 79, l'évolution de la situation en Iran? On sait que les Iraniennes, elles sont très présentes au sein de la société iranienne, dans différents secteurs comme les sciences, l'art et la culture, même l'administration publique. Ceci étant dit, on sait aussi que le chemin vers une égalité homme-femme en Iran reste quand même long, il y a beaucoup de choses à faire. Mais les femmes ont toujours joué un rôle important en Iran, que ce soit dans la révolution constitutionnelle au début du XXe siècle, dans la révolution de 79 et même aujourd'hui. Donc ma première question, c'était, je voulais savoir quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui en Iran, quelles sont les revendications. C'est difficile de répondre à la question, mais quelles sont synthétiquement les revendications des femmes en Iran? Et est-ce qu'on peut dire les féministes en Iran? Est-ce qu'il y a plusieurs féminismes en Iran, des féministes laïques, des féministes musulmanes? Je sais que c'est une question complexe, mais on voulait d'abord avoir votre réponse sur cette question et après essayer de comprendre un peu mieux avec vous la situation de la condition féminine en Iran aujourd'hui. Bonjour et merci de l'invitation. Je voudrais préciser que je suis professeure à l'Université de Paris. Paris Diderot n'existe plus. Oui. Et dans votre question, il y a effectivement plusieurs questions. Vous l'avez dit, l'Iran a un mouvement de femmes et féministes parmi les plus anciens au Moyen-Orient, avec l'Égypte et la Turquie. Donc, au moins depuis le début du XXe siècle, les Iraniennes se sont mobilisées en partie pour revendiquer les droits sociaux, mais aussi politiques. Déjà à l'approche de la révolution constitutionnelle iranienne de 1906. Je dirais que ce combat a continué tant bien que mal et que même après la révolution dite islamique de 1979, comme on le sait, les femmes ont perdu beaucoup de leurs droits, mais elles ont toujours été présentes sur à la fois l'espace public et ont aussi, par exemple, réussi à s'imposer dans le champ universitaire, dans le champ scientifique, mais également, tant bien que mal, politique aussi, à la fois en tant qu'électrices, mais aussi élues. Donc, elles sont là, vous l'avez dit, elles sont partout. Et puis, leurs revendications contre les lois discriminatoires, c'est-à-dire à la fois la constitution de la République islamique, mais également le code civil iranien, qui est un code civil absolument discriminatoire et qui, si vous voulez, donne aux femmes un statut inférieur aux hommes et mais en fait place les femmes sous la tutelle des hommes que sur d'autres aspects comme le droit successoral ou encore le code pénal islamique qui est en vigueur en Iran et selon lequel la vie d'une femme vaut la moitié de la vie d'un homme. Donc vous voyez que les Iraniennes qui militent pour regagner leurs droits et gagner les droits égaux en fait avec les hommes ont de quoi se mobiliser et se battre. Disons que jusqu'en 2009, les Iraniennes militantes des droits des femmes, à la fois militantes laïques ou séculières, puisque l'Iran, comme beaucoup d'autres pays, a été dominé par cette tendance, disons, séculière
jusqu'aux années 70-80, que les féministes islamiques, qui sont pour l'Iran un phénomène assez nouveau qui date des années 1990, se sont mobilisées contre les lois discriminatoires à travers, pour une partie, en ce qui concerne les musulmanes, à travers la relecture du Coran et des traditions islamiques dans une optique égalitaire, c'est-à-dire revendiquant l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Jusqu'en 2009. En 2009, c'est le mouvement vert en Iran. C'est un mouvement pacifique qui se mobilise contre la fraude électorale massive et qui demande plusieurs millions d'hommes et de femmes, mais avec une présence très active de plusieurs générations de femmes qui revendiquent donc le respect pour leur vote. Et on a vu vraiment des femmes qui ont participé à ce mouvement social avec des revendications féministes ou en tout cas pour les droits des femmes. Malheureusement, ce mouvement a été, comme on le sait, réprimé dans le sang et de nombreuses personnes ont été emprisonnées, d'autres tuées ou exécutées en prison, etc. Et beaucoup de militantes des droits des femmes qui avaient joué un rôle aussi important en organisant toutes sortes de campagnes ont dû, après le mouvement vert, quitter le pays. Je pense notamment, par exemple, à la campagne de 1 million de signataires contre les lois discriminatoires, contre la violence faite aux femmes. Il y a eu tout un tas de campagnes de ce type dans les années 2000 et même 90 en Iran. Et donc, beaucoup de ces militantes qui œuvraient à un mouvement, à créer un mouvement collectif des droits des femmes ont dû quitter le pays. Et puis la répression continue au jour d'aujourd'hui, de sorte que aujourd'hui, se réunir même pour fêter le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, est impossible en Iran. Donc, du coup, ça a eu beaucoup d'impact sur la mobilisation des militantes des droits des femmes et leur mobilisation est devenue plus, je dirais, souterraine et aussi à travers les réseaux sociaux parce que il y a une expansion absolument importante d'Internet en Iran et des réseaux sociaux. 70% des Iraniens ont accès à Internet, puis ils utilisent toutes sortes de réseaux sociaux et donc les femmes et les militantes des droits des femmes, les deux, s'expriment à travers surtout des réseaux sociaux et les campagnes continuent. Et la campagne la plus récente en Iran, c'est la campagne de MeToo, donc qui est arrivée en Iran il y a quelques mois de cela. Donc effectivement, je dirais que le combat continue, les luttes continuent, les luttes sont des luttes, je dirais, assez multiformes, mais on ne peut pas s'attendre à voir aujourd'hui une manifestation de plusieurs milliers de femmes dans les rues en Iran, c'est totalement interdit et ça sera tout de suite réprimé. Du coup, elle s'adapte. Après, vous avez aussi d'autres mouvements comme le mouvement LGBTQI, qui a aussi s'est formé en Iran et qui existe et qui revendique aussi leurs droits malgré là encore les lois en vigueur selon lesquelles, par exemple, l'homosexualité est totalement interdite et criminalisée, par exemple. Mais la situation politique actuelle en Iran est telle que mouvements de la société civile, voire des initiatives plus individuelles qui existent, sont tout de suite, si vous voulez, réprimées. Alors, je pense à ce mouvement, mouvement non, mais à cette initiative d'un certain nombre de femmes qu'on appelle les filles d'Avnu Engelab. Ce sont des jeunes femmes qui n'avaient pas nécessairement un passé féministe du tout, mais pour leur propre bien-être, eh bien, elles sont allées enlever le voile obligatoire que les femmes doivent porter en Iran en protestation et en disant moi je voudrais décider pour mon corps et pour ce que je dois porter ou que je souhaiterais porter ou non. Donc on voit vraiment une multiplicité d'initiatives aussi de cette sorte qui existent. Merci beaucoup pour votre réponse. Alexandre, si tu veux poser un peu la prochaine question.
Merci Farid, merci pour votre réponse riche. En rebondissant sur ce que vous dites, justement sur la difficulté pour les femmes de se mobiliser en Iran, moi j'aimerais, en se replaçant dans le contexte de l'élection présidentielle à venir au mois de juin en Iran, déjà, en même temps, quel est en général le niveau de participation électorale des femmes et donc en général et aujourd'hui, est-ce que la question des femmes, comme dans d'autres pays, mais quelle est la place dans la campagne électorale? Je pense notamment, est-ce que les réformateurs à la marge, je ne sais pas, se saisissent de cette question? Écoutez, on a souvent, à chaque fois qu'il y a des élections, à la fois législatives, mais surtout présidentielles, les candidats plutôt modérés, plutôt réformistes, s'il y en a, eh bien, invitent les femmes à venir voter pour eux en leur promettant des tas de choses. Par exemple, le président Rouhani en 2013 avait essayé de mobiliser l'électorat féminin en leur promettant un ministère des droits des femmes et en promettant d'aller à l'encontre des lois discriminatoires. Donc, beaucoup de femmes, y compris surtout d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes, ont participé à sa campagne électorale et bien évidemment sont allées voter pour lui. Elles sont aujourd'hui très déçues et je dirais, elles refusent maintenant de se faire à nouveau manipuler par des hommes politiques, par des hommes au pouvoir qui leur promettent des tas de choses, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, les revendications des femmes et la question des femmes, si vous voulez, qui est devenue un enjeu politique, mais qui est toujours eh bien, relégué au second plan une fois que ces hommes arrivent au pouvoir, puisqu'ils ne veulent pas heurter le refus des ultra-conservateurs et des conservateurs, y compris et surtout le guide, en mettant en application leurs promesses électorales. À ma connaissance, les femmes aujourd'hui, et surtout les militantes des droits des femmes aujourd'hui, sont très déçues et cela m'étonnerait fort qu'elles accepteraient de participer en masse à la présidentielle, d'autant qu'il n'y a même pas de candidats réformistes de toute façon. Aujourd'hui, les candidats déjà annoncés ou en lice appartiennent pour une très grande partie au corps des gardiens de la révolution. Déjà, ça montre la militarisation de plus en plus importante aussi du champ politique en Iran, d'une part, et d'autre part, je pense que beaucoup d'Iraniens ont déjà dépassé même ces factionnalismes existants au sein du régime islamique, c'est-à-dire d'un coup c'était les réformistes qui voulaient arriver au pouvoir, d'un autre coup c'était les conservateurs ou les ultras. Ce qui s'est passé en Iran en janvier 2018 dans plus de 130 villes iraniennes et à nouveau en novembre 2019 suite à l'augmentation du prix de l'essence, c'est-à-dire les émeutes qui ont été aussi matées dans le sang. Il y a eu au moins 240 femmes et hommes, surtout jeunes, tués, des manifestants. Donc, il y a eu une rupture très importante, me semble-t-il, entre cette partie contestataire de la société iranienne et les hommes au pouvoir. Et donc, je pense que les Iraniens de l'Iran ont largement dépassé effectivement les factions existantes de toute façon en Iran et n'iront pas voter. Et ça, les gens du régime le savent pertinemment et déjà ont commencé à mettre à l'index les Occidentaux qui font tout pour empêcher les Iraniens d'aller voter à travers leur propagande, etc. Mais je pense que cette fois-ci, on aura en tout cas un taux de participation très bas. Pourquoi? Parce que si vous regardez la présidentielle enfin, de façon générale en Iran, à chaque fois qu'il y a eu un candidat modéré ou réformiste, comme par exemple 1997 et à nouveau c'était en 2001 pour l'élection et la réélection du président Khatami, voire même la première élection du président Rouhani en 2013, vous avez énormément d'Iraniens et Iraniennes qui se sont mobilisés, y compris et surtout parmi les minorités dites ethniques et religieuses de l'Iran.
euh, elles sont déçues aussi déçues, sinon plus que les femmes iraniennes. Donc, il faut s'attendre à un taux de participation historiquement très, très bas cette fois-ci. Merci. Moi, ma question, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous sur la déception et le mécontentement des Iraniens. Après, la question qui se pose, que ce soit pour les femmes iraniennes ou pour les jeunes, pour les minorités, concrètement, quelle peut être la solution maintenant pour les Iraniens? Parce que si on dit qu'on ne peut pas réformer le pays, il me semble que la solution pour un changement sera assez compliqué en Iran, parce que le système est quand même très bien installé en Iran. On a eu quand même la politique de pression maximale des États-Unis qui montre, bon, d'une certaine manière, qui montre ses limites, mais qui a beaucoup la pression sur l'économie iranienne. Moi-même, en tant que jeune Iranien, la question qui m'intéresse, c'est de savoir si nous acceptons qu'on ne peut pas réformer le pays et que ça ne sert à rien de voter pour les réformistes. Où est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'on doit accepter alors une inactivité, être passive politiquement, ou est-ce qu'il y a, à votre avis, d'autres formes d'activisme politique possibles en Iran? Déjà, Farid, moi j'aimerais savoir si vous connaissez à l'heure actuelle pardon, des candidats réformistes pour la présidentielle. Non, Moi, je ne sais pas. il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même s'il y en a, les personnes qui sont mises en avant par le guide et par d'autres instances sont surtout les conservateurs et les ultras. Moi, je vois par exemple, y compris un certain nombre de jeunes qui appartiennent aux gardiens de la Révolution, qui sont considérés comme du sang neuf, qu'on met en avant. Pas de réformistes. Et je veux dire, le président Khatami lui-même a récemment, vous l'avez certainement vu, a fait une intervention et a demandé pardon aux Iraniens. Donc, parce que même lui, il sait maintenant qu'il n'a pas tenu promesse et il y est pour quelque chose parce que l'espoir suscité par son élection, j'étais en Iran à ce moment-là, je faisais des recherches lors de son élection au président Khatami, est inégalé et il n'a rien fait pour mettre en place ces promesses. Donc, et d'une part, d'autre part, et vous avez eu raison de aussi souligner les impacts dévastateurs des sanctions états-uniennes sur ce pays, puisque on sait que le régime a continué son programme d'enrichissement de l'uranium, missiles balistiques, intervention dans la région. En revanche, c'est la société iranienne qui a eu des conséquences, qui a eu à subir et subit aujourd'hui les conséquences néfastes de ces sanctions inhumaines. Il y a, vous le savez, une pénurie de médicaments, pénurie d'appareils médicaux, d'équipements médicaux, etc., etc. J'en passais d'autres. Et bien évidemment, 80% des revenus de l'État iranien proviennent du pétrole. Donc, si vous regardez justement le secteur de santé qui était parmi les meilleurs aujourd'hui, c'est complètement comment dire, en difficulté, surtout face à cette pandémie de Covid. Le secteur d'éducation, pareil. Et je veux dire, l'État iranien qui jusque-là jouait quand même un rôle de l'État et l'État entre guillemets social est devenu un État sécuritaire. Donc aujourd'hui, on est face à un État sécuritaire qui dépense aussi les revenus pétroliers, surtout pour maintenir et renforcer, je pense, les appareils sécuritaires plutôt que pour redistribuer les revenus pétroliers qui ont, on le sait, beaucoup baissé à la population. Et donc, les Iraniens et Iraniennes sont dans ces situations difficiles. Et je sais aussi pertinemment que même les classes moyennes aujourd'hui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Donc, dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là, mettez-vous à la place des gens. Il faut qu'ils trouvent à manger à leurs enfants. Et dans ces conditions, qui peut parler ou qui peut réfléchir prioritairement à la liberté, la démocratie, tout ça. Donc, forcément, ces sanctions états-uniennes ont cassé le dos, je dirais, de la société civile iranienne. Et je suis absolument désolée de voir à quel point les Européens n'ont pas pu trouver des remèdes à ces sanctions. Les entreprises européennes qui étaient en Iran
ont plié bagage à nouveau, ont laissé cette société seule. Les Iraniens sont seuls aujourd'hui. Tout à fait. Merci. Alexandre, si tu as une question. Oui, c'est, comment dire, enfin, ce que vous dites est quand même dépeint une réalité plutôt inquiétante, qui pourrait se traduire, enfin, avec ce que vous présentez, on a l'impression que la prochaine élection présidentielle, un conservateur va très probablement succéder à Rouhani. Et je veux dire, est-ce que dans le contexte régional et international, est-ce que ça va pas, je dirais, renforcer ceux qui sont sur une ligne très hostile à l'égard de Téhéran? Au niveau régional, je pense Israël, Riyad, etc. Mais au sein même de l'administration Biden, où il y a quand même dans son administration des gens qui ont, même si Biden a une approche de dialogue, reprise de dialogue, il y a quand même des gens qui sont plutôt sur une ligne plus dure. Donc, enfin ça. Et seconde question, qui est sous-jacente à ce que vous avez dit, c'est vu la situation socio-économique en Iran, mais à moyen et long terme, comment ça va se traduire politiquement? Enfin, c'est explosif, enfin, pour dire grossièrement. Écoutez, permettez-moi d'abord, j'ai parlé de l'Iran, de la société iranienne, des sanctions états-uniennes. Permettez-moi de rendre hommage à monsieur l'ambassadeur François Nicolou, qui était ancien ambassadeur français en Iran de 2001 jusqu'en 2005. Et il a toujours continué à s'intéresser à l'Iran et c'est quelqu'un qui, comme on le sait, connaissait vraiment à la fois le dossier nucléaire iranien, mais aussi l'Iran, et aimer ce peuple. Alors, en ce qui concerne effectivement la probabilité d'arriver au pouvoir, comme on l'a dit, des conservateurs ultra même, comme issus de rang des gardiens de la Révolution, me semble-t-il, est grand. Mais les gardiens de la Révolution aussi ne seraient pas nécessairement contre des négociations avec les États-Unis et la levée des sanctions américaines avec des effets extraterritoriaux, ne l'oublions pas, contre le pétrole et le gaz iranien. Donc, il est vraisemblable que même avec l'arrivée au pouvoir d'une personne issue des rangs des gardiens, les négociations avec l'administration américaine, qui à l'heure actuelle est menée par l'intermédiaire des Européens, comme on le sait, continuent. Mais les gardiens de la révolution en Iran gèrent déjà, ça ne date pas d'aujourd'hui, gèrent le dossier du nucléaire, gèrent le dossier des missiles balistiques, gèrent le dossier de l'Irak, de la Syrie, de Yémen et de Hezbollah libanais. Donc, indépendamment de qui est au pouvoir en Iran, qu'il s'agisse de Khatami, de Ahmadinejad ou de Rouhani actuellement, ces dossiers-là ne peuvent pas avancer sans l'aval du guide, bien sûr, mais aussi, je dirais surtout, des gardiens de la révolution. Donc, effectivement, peut-être même que quand les Américains auront en face d'eux enfin quelqu'un qui est acteur principal dans la région, en l'occurrence les gardiens de la révolution, la branche intérieure ou extérieure, peu importe, peut-être que les choses seront plus faciles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, le président Rouhani et Zarif continuent à insister sur les négociations immédiates avec les États-Unis. Le guide dit non, on n'est pas pressé, on va prendre notre temps, etc. Pourquoi il le dit? Parce qu'il ne souhaite pas que les négociations commencent avant juin 2021, afin que ces négociations ne puissent pas influer sur justement le vote des électeurs et éventuellement emmener encore des électeurs à vouloir voter pour quelqu'un qui est moins conservateur que les conservateurs. Parce que M. Rouhani, pour moi, n'est pas du tout un réformiste. C'est un conservateur modéré, il faut le dire, mais c'est un conservateur quand même. Donc, mais c'est quelqu'un qui souhaite quand même négocier avec les États-Unis et n'a pas du tout, à mon sens, les mêmes prises de position sur l'ensemble des dossiers. Il y a des concordances, mais il y a aussi des divisions au sein de l'establishment iranien aujourd'hui quant à ces dossiers missiles balistiques nucléaires et l'influence de l'Iran dans la région.
Savez-vous que les ambassadeurs iraniens, et ce depuis de nombreuses années, dans la région, sont toujours issus ou ont été toujours issus des rangs des gardiens de la révolution. Donc, ce sont eux qui décident. C'est pas le ministère des Affaires étrangères iranien qui décide pour l'Irak ou le Hezbollah, ou pardon, le Liban ou la Syrie. Et donc, c'est ça la réalité. Au moins, peut-être avec un Pastaran au pouvoir, s'il obtient l'aval des autres Pastarans, ce qui n'est pas très sûr non plus, parce que ces fractionnements, ces divisions existent aussi au sein des gardiens de la Révolution, voilà. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose aussi. Moi, je ne sais pas qui va se faire élire président ou futur président de l'Iran. On parle aussi aujourd'hui de M. Raisi, actuel chef du judiciaire, qui n'a pas encore accepté de se présenter, mais les conservateurs proches du bazar, donc du poumon commercial de l'Iran, etc., optent plutôt pour M. Raisi, qui est un mollah. Et non pas pour un gardien de la révolution. Mais voilà, tout ça aussi, ça dépendra, mais le temps presse, et c'est pour ça que Rouhani est très pressé pour avancer sur ces dossiers-là avec les États-Unis. Mais comme vous l'avez très bien dit, Alexandre, au sein de l'administration Biden, il y a aussi des démocrates conservateurs qui font pression aussi sur Biden de ne pas trop donner trop d'atouts ou trop de points à l'Iran. Et on va voir comment les choses avancent. Moi-même, malgré tout, pardon, je suis quand même optimiste quant à l'avenir de ce pays parce que la société iranienne a profondément changé. Vous le savez, c'est une société où pratiquement 87% de ces femmes, tout âge confondu à partir de 6 ans et plus, sont alphabétisées, où il y a 3 millions, plus de 3 millions de filles dans ces universités, où il y a énormément de personnes très bien formées. Donc, ce que disent toujours les entrepreneurs étrangers et français, surtout disaient, quand on va en Iran, on peut pratiquement tout de suite commencer notre activité, contrairement à ailleurs où on doit d'abord former les gens. Donc là, on a cette force de travail très bien formée qui n'attendent qu'être embauchés parce que le taux de chômage en Iran est très, très élevé et selon les autorités iraniennes, 43% des chômeurs iraniens ont un diplôme universitaire. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont formés et qui n'attendent qu'à aller travailler. Pourquoi je dis ça? Donc, si il y a des négociations avec les États-Unis, si les sanctions sont levées, si l'aspect extraterritorial, en tout cas de ces sanctions, sont levées, à ce moment-là, les Européens iront certainement investir en Iran. Et ça peut aussi avoir un impact, non pas immédiat, mais graduel sur l'avancement des choses dans ce pays. En tout cas, moi, je ne suis pas pessimiste parce qu'il y a aussi une question de génération. Pardon. En 2017, l'âge moyen des électeurs iraniens était de 30 ans. L'âge moyen des hommes politiques décideurs en Iran était de 78 ans. Pratiquement 3 fois plus. Donc, il y a aussi des ruptures générationnelles qu'on voit à l'heure actuelle en Iran. Ces gens-là peuvent ne plus être là dans 5 ans, 10 ans. Donc, voilà, il y a aussi cet aspect-là à prendre en considération. Merci beaucoup pour votre réponse. En tout cas, c'est sûr que les élections présidentielles du 18 juin auront des conséquences très importantes sur l'Iran, surtout quand on regarde aussi historiquement, les présidents iraniens, d'habitude, ils ont toujours fait 2 mandats. Et compte tenu de l'âge élevé du guide, le chef de l'exécutif iranien aura un rôle important dans les prochaines années. Moi, je voulais juste, je vais poser ma dernière question, mais je vais revenir à votre première réponse parce que je trouvais que c'était très intéressant. Vous parliez d'une relecture, une nouvelle interprétation du Coran, des textes islamiques.
Parce que bon, la société iranienne, même si elle est peut-être de moins en moins religieuse, mais ça reste une société globalement quand même religieuse. Et peut-être qu'une solution aussi pour les femmes, pour les jeunes, globalement pour le pays aussi, c'est une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation des textes religieux. Mais après, la question qui se pose, c'est la question de la légitimité de ces nouvelles personnes, parce que c'est le Rosé de Rome ou de Najaf qui s'occupe de ces choses. Est-ce que vous pensez que les jeunes chercheurs ou les jeunes chercheuses des universités à Téhéran, en Machhad ou ailleurs, peuvent et ont la possibilité, cette légitimité de donner une nouvelle version, mais une nouvelle interprétation de l'islam peut-être plus compatible aux valeurs de la société iranienne d'aujourd'hui? Bah, écoutez, d'ailleurs, comme vous le savez, cet effort a commencé par les femmes et quelques ayatollahs aussi, ne l'oublions pas, tout au début de la décennie 1990 en Iran et de façon collective. C'est-à-dire qu'il y a eu des magazines féminins et des journaux plus tard qui ont été publiés et qui ont fait réinterpréter les lois et les traditions islamiques, mais également les versets coraniques d'un point de vue critique et qui revendiquaient leur réinterprétation au profit des femmes, disant que jusque-là, tout ça eh bien, ont été interprétés par les jurisconsultes hommes qui les ont interprétés dans leur propre intérêt. Aujourd'hui, il revient aux femmes de les faire. Et donc, il y a beaucoup de femmes en Iran que j'ai interviewées pendant de nombreuses années qui avaient, par exemple, une formation universitaire, mais allaient aussi se former dans les écoles théologiques pour femmes afin justement de procéder à cette exégèse coranique, à cette réinterprétation-là. Et puis, il et elle publiaient aussi les résultats de ces recherches qui ont été vraiment là, qui ont eu une influence très, très importante. Donc, et ont participé vraiment à la laïcisation. Ce sont des efforts qui, à mon avis, encore aujourd'hui, n'ont pas été valorisés à leur juste valeur, enfin reconnue à leur juste valeur. Mais quand une femme comme Madame Talerani, qui est décédée récemment, qui est fille d'Ayatollah, qui était prisonnière politique sous le Shah, qui appartenait à la gauche islamique hein, et qui n'a cessé de critiquer les lois, les traditions, mais également l'absence de justice sociale hein, sous le régime islamique, et qui publie en 1992 un article dans son journal en disant il faut que la polygamie soit interdite et elle réinterprète les versets coraniques parce que la polygamie est un verset coranique. Eh bien, ça, il fallait oser le faire, mais elle avait tout pour le faire parce qu'elle était formée pour. Et puis, il y en a des tas d'autres femmes comme elle qui sont formées pour. C'est pas à nous, les gens comme nous, de le faire. Ce sont des femmes qui se forment. Et moi, j'ai beaucoup aussi, enfin, enquêté dans certaines écoles théologiques pour femmes en Iran, déjà dans les années 90, qui étaient très impliquées dans ces efforts-là, mais également un certain nombre d'ayatollahs. Le grand ayatollah Youssef Sanei, qui est décédé récemment, c'est quelqu'un qui a été très sensible à ces questions-là et qui a publié des édits religieux en tant que grand ayatollah pour dire qu'il n'y a absolument dans l'islam aucune différence entre les hommes et les femmes. Les femmes pouvaient même devenir guides, diriger le pays, être juge, égal aux hommes. Donc, il y en a encore, par exemple, l'ayatollah Ibrahim Jannati, qui est devenu lui aussi un grand ayatollah. Allez visiter son site, ce sont des grands ayatollahs qui ont des sites internet en persan, en arabe, en anglais. Il faut aller les visiter et qui ne cessent de réinterpréter aussi en tant qu'ayatollah, c'est-à-dire en tant que mujtahid, ces lois et qui ont beaucoup aidé en fait cet effort d'interprétation des femmes, c'est-à-dire des militantes musulmanes des droits des femmes, qui ont fait, à mon sens, un travail absolument important, mais à ne pas oublier aussi des militantes laïques, ou si vous voulez, séculières des droits des femmes, qui ont continué aussi à se battre, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement les efforts d'interprétation du Coran, il y a aussi des luttes afin que l'Iran adhère, par exemple, aux conventions internationales contre toute discrimination
contre les droits des femmes et les femmes. La CEDEF en français, CEDAW en anglais, par exemple. L'Iran est parmi les seuls pays qui a refusé d'adhérer à cette convention internationale avec les États-Unis. Donc, on voit le poids des conservateurs dans les deux pays d'ailleurs. Merci. Alexandre, je ne sais pas si tu as une dernière question ou remarque. Plutôt une remarque. Déjà, vous remercier vraiment chaleureusement pour cet entretien. On aimerait que ça dure plus longtemps parce qu'on a envie de creuser davantage, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions. Moi, vous avez cité à juste titre François Nicoulot, et la Fondation a beaucoup travaillé. On avait même créé il y a quelques années, avant les accords de 2015, un groupe de travail Iran où on avait produit des notes, etc. Lui-même avait produit des notes, il avait son blog. Donc, je voulais vous remercier de l'avoir cité et moi appuyé aussi. Donc, moi, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous revoir en présentiel et non pas en distanciel, comme on dit, pour approfondir cet échange. Merci beaucoup. Madame la professeure, pour vos réponses très très riches. Bon, nous aussi, on reste optimiste sur l'avenir de la société iranienne, comme vous dites, les jeunes de la société très, très actifs. On verra l'avenir, on verra le résultat des élections, des négociations avec les États-Unis. Je reste optimiste moi aussi sur l'avenir quand même de la jeunesse iranienne, de la situation des femmes. Il faut l'être en tout cas. Je voulais moi aussi, Alexandre, rendre hommage à François Nicoulot parce que il m'a toujours répondu et j'avais une très bonne relation avec lui. C'était vraiment un ami de l'Iran, iranien. Et bon, il nous manquera vraiment. Oui, absolument. Oui. Farid, moi, si je peux me permettre, je ne sais pas si c'était assez clair dans mes propos, mais il faut que les sanctions états-uniennes soient levées. C'est-à-dire, moi, la seule façon de pouvoir voir une réémergence de la société civile en Iran, c'est la levée des sanctions. Comme je l'ai dit, c'est le retour des Européens, c'est afin que les gens puissent respirer. Et dans les situations actuelles, ce ne sont que les ultra-conservateurs, les conservateurs qui sont en train de profiter de cette situation. Donc, voilà. Merci. Bon, espérons que les Européens aussi joueront un rôle de médiateur, de facilitateur entre l'Iran et les États-Unis. Merci Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup, Madame la professeure, pour vos réponses. Merci, Alexandre. Merci à vous. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.